Graziella, les timbres. Tu as pris les timbres? Regarde, on pourrait, on pourra changer les couteaux. Depuis le dernier gigot, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu émoussés. Mamie, tu peux m'acheter des bonbons? Vous me faites mal à la tête. Il est temps de rentrer. Sophie, tu ne vas pas manger. Et après, ta maman va me faire des reproches. Oui, madame, je prends les timbres. Dans cette simple ville de province, la visite de sa petite fille était tout un événement. Après tant de remous familiaux, finalement les choses s'étaient calmées, et sa grande lui confiait Sophie de temps en temps. Elle avait plaisir en compagnie de cet enfant, aux grands yeux noirs et à la tête toujours ébouriffée, malgré force crème et lotion. Le caractère de sa mère, pensa-t-elle. Robert empilait les courses pêle-mêle dans le chariot. Pourquoi encore lui dire de faire attention aux choses fragiles? Il n'y avait pas moyen. Elle reprit sa carte bleue, ses timbres, et quelques bons inutiles pour des promotions idiotes. De la pâtée pour chat. Il y a longtemps que Mistigris l'avait quittée. Mais soucieuse de ne pas revivre la même douleur, elle laissait les animaux de compagnie aux autres. Robert était déjà au volant, et Sophie, telle une abeille, virevoltait autour d'elle. Calme-toi, voyons, lui dit-elle. Elle s'assit à l'arrière, avec l'enfant turbulente, plus pour empêcher quelques menus dégâts sur le siège qu'autre chose. Robert tenait plus à sa voiture qu'à elle, et elle voulait passer une journée tranquille. Le tic-tac de l'horloge lui donna raison. Sophie endormie, Robert en train d'affûter les couteaux, elle s'assoupit devant sa grille de mots mêlés. Combien d'efforts, combien de temps et combien d'années pour un simple bonheur. La promotion du jour. Et tu me dis que c'est du frais? À ce prix-là, je ne vais pas hésiter. Oui, d'ici 2 ou 3 jours, il y aura un arrivage. Merci, Julien. Réserve-moi une pièce, donc. Robert faisait son petit tour matinal. Rien ne l'agaçait plus que la présence de Sophie. Pourquoi sa fille était-elle revenue? Pour s'incruster? Était-ce sa faute à lui si Jennifer était incapable de trouver un bon mari? Il pensa à sa femme, Geneviève, bien mariée, pas rebelle, maison propre et petits souliers. Sa retraite était confortable, et jamais il n'avait vu son épouse aussi heureuse. Ma foi, si ça lui fait plaisir d'avoir la petite. Il s'approcha des portes de son bistrot et rapidement s'engagea dans une partie de cartes, qui l'éloigna de son agitation familiale. 3 jours à attendre quand même, cela doit être du premier choix. Partie de chasse. Dans la brume matinale, l'écho des aboiements des chiens se mêlait au crissement des bottes des rabatteurs sur les herbes mouillées et les brindilles cassantes. Il y avait du sanglier, c'est sûr, pensa Robert. Ses poumons remplis d'air, ses joues rougies, il éternua et se moucha fortement. Eh, t'es dégueu! Jette-moi ça, tu ne vas pas le ramener en plus. Pour ne pas commencer une nouvelle engueulade sans fin avec Étienne, son ami de toujours, Robert s'exécuta et dira à Geneviève qui ne savait pas où était son mouchoir. Après tout, l'âge a ses avantages. Prétendre l'oubli est une bonne façon d'avoir la paix. Devant le tableau de chasse, un verre à la main, il songea. Demain, encore un jour à attendre. Une colombe. C'est le même goût, voyons, et c'est. La petite serra encore plus les lèvres, et Robert était las d'attendre. Il força l'enfant, et emporté par ses pulsions malsaines, alla trop loin, et commit l'irréparable. Quelle petite conne! Les autres étaient plus dociles. Il jeta le corps violemment meurtri dans la baignoire, se lava les mains, puis se recoiffa. Non, trop de nerfs dans ta viande. Je dois la jeter. J'en fais quoi maintenant? Ne bouge pas. Raymond s'occupe de ce genre d'incident. Tu comprends maintenant pourquoi la prime d'assurance a augmenté. Je te rejoins. Maman, tu devrais changer de voiture. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle sort de révision pourtant. Écoute, reste là pour la nuit. Tu verras cela demain. Geneviève obtempéra. Elle détestait être un poids, une gêne. Combien de fois sa fille l'avait humiliée.
Et là, malgré ses nouvelles bonnes dispositions, qui sait, un geste, un mot de travers ou une réflexion mal interprétée, il faudrait tout recommencer. Sophie était ravie cependant, et entraîna sa mamie dans sa chambre, en l'invitant dans un monde brillant de poupées chamarrées, de contes emmêlés. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai bien sans toi pour une nuit. Et puis Raymond est là. Il a ramené une belle pièce de viande. On s'occupera avec la découpe. Robert calma son angoisse, même si elle pensa au travail de nettoyer la salle de bain. Ils en mettraient partout. Elle s'endormit rapidement, épuisée par cette journée pleine d'émotions. Un feutre bleu. Un trafic de fourmis. Véronique Josselin était agent de police. À part quelques plaintes de voisinage ou des soirées un peu alcoolisées de touristes qui animaient cette bourgade côtière quelques mois dans l'année, son quotidien ressemblait plus à celui d'un gratte-papier qu'à celui d'un agent de terrain. Elle serrait dans ses doigts un feutre bleu. Quel drôle d'oiseau j'ai croisé hier soir, pensa-t-elle. Pas de quoi remplir une fiche. Il n'avait pas eu l'air dangereux et, renseignement pris, il était effectivement sous médicaments. Elle profita de sa ronde pour aller aux toilettes, du petit hyper du coin, et déambula ensuite dans les rayons, essayant de mettre du sens dans les propos incohérents de Luluberlu qui lui avait laissé le feutre. Quel effet papillon! Quel code couleur! Qu'est-ce que cela a à voir avec des enlèvements d'enfants? Le mystère des disparitions n'allait pas se résoudre sur les dires de ce prétendu médium, qu'il avait approché il y a une semaine, en pleine patrouille nocturne, prétendant de plus qu'on voulait l'assassiner. Ici, dans mon patelin, une telle affaire, d'une telle ampleur? Elle sortit, salua Françoise qui assurait la fermeture du magasin. Dans un coin, des câbles et du matériel entassé. Ah, les fameuses caisses automatiques. C'est sûr donc. Oui, ça leur coûte moins cher que des employés, que veux-tu? Ernesto. Je serrai dans mes mains le compte-rendu, la tête baissée. Mon adjoint, moustache à la française, eau de Cologne bon marché, me laissa mon recueillement quelques instants. Puis j'ouvris le courrier. Devant moi, un rapport de l'agent Véronique Josselin. Je compris ses hésitations. Comment y voir quelque chose de rationnel? Elle parlait d'une étrange intervention. Un gars sous médoc. Ah, encore un qui veut aider la police. Ouvrant une autre lettre, il en tomba un dessous de verre de bière. Le logo était celui d'une abbaye belge. Dans le fond de l'enveloppe, un feutre bleu. Mettez-moi en garde à vue. Il faisait un froid risqué, celui des matins où l'on a mal dormi, mal mangé, mal rêvé. Je prenais un café incapable de me réchauffer. L'aire d'autoroute était déserte. Une voiture familiale s'arrêta. On descendit un homme d'une cinquantaine d'années, ébouriffé, les yeux hagards, les habits improbables. Il entra, assouvit ses besoins, et en ressortant me demanda du feu, tout en laissant tomber un petit bout de papier. Il me dit de le ramasser. Trop pris dans mes pensées, je m'exécutai. C'est pour vous, lisez-le. Une demande hallucinante. Mettez-moi en garde à vue. Je regardais cet individu. J'en aurais vu dans ma vie. Nommé récemment capitaine de la brigade motorisée de l'Aisne, je n'étais pas en service, malgré mon uniforme, que j'avais gardé par commodité. Pourquoi voulez-vous que je vous arrête? J'ai des révélations à vous faire. Il parla, très peu. Puis en repartant me dit « Je suis connu de vos services. Vous trouverez des dossiers sur moi. » 2 heures plus tard, alors que le soleil anémique luttait vainement contre l'humidité montante, j'étais toujours sur ma moto, pris de sanglots nerveux, la photo de Graziella devant moi. Surveillance. Mes hommes avaient discrètement investi le terrain. Ils quadrillaient la zone, prenant des repères, notant faits et gestes. Michel, mon meilleur élément, avait loué un appartement discret et en bonne voisine, se mêla des commérages locaux. Un petit village tranquille, un petit port de pêche réputé pourtant, une vie rythmée par les saisons et la vieillesse inéluctable, avec son concert de maladies et ses « oui, mais moi, je »
sort d'opération, attend mes petits-enfants, ne comprend plus ce monde. On avait le choix dans les différentes partitions d'orgues de barbarie, de conversations toutes faites. Michel me toucha l'épaule. Ça ira, chef? Oui, oui, ça va, je réfléchissais. Michel, la seule à qui je ne pouvais pas mentir, tant elle sondait mon âme et partageait ma peine. Elle me fit un rapport sommaire de la situation. Tout paraissait normal, horriblement normal, comme si un théâtre de poupées mécaniques essayait par ses mouvements saccadés de prétendre à la réalité de la vie. La vie, c'est moche, c'est bruyant, c'est sale, il y en a de partout, et ça n'arrête jamais. Ici, c'était l'antichambre d'un hôpital. C'était propre, aseptisé, et cela sentait le malade, à plein nez. Manifestation. Fanculo! Encore une fois, maugréa Luigi. Malediti francesi! Toujours un truc. Entre les péages, les contrôles et les aléas de la route, il n'arriverait jamais à temps. La marchandise avait besoin d'être vite transférée, lui avait dit son patron. Vite, vite, c'est vite dit. On voit bien qu'il n'a pas pris la route depuis longtemps, il capo. Son semi était bloqué par un mouvement citoyen, une protestation nationale. 3 fois déjà, ça l'énervait. Ma, se résigna-t-il. Puis, en voyant un baiser dévot à l'image de Padre Pio, avança son camion. Les gendarmes, cette fois-ci. Beaucoup trop pour une simple vérification. Suivez-nous, monsieur, s'il vous plaît. Luigi, habitué depuis son enfance aux rues pavées de Naples et aux immeubles toujours branlants à la suite des nombreux tremblements de terre, comprit rapidement qu'il ne passerait pas les fêtes chez lui. Dégustation. C'est une très vieille recette que nos moines ont retrouvée. J'admirais la couleur de la bière qui épousait les courbes voluptueuses d'un verre décoré d'écussons. 500 ans de tradition et d'une qualité irréprochable. Mon guide belge me conduisit dans les différents bâtiments de cette abbaye réputée. De solides murs en pierre, des vitraux étincelants, et à la cave la brasserie. Les odeurs de houblon et d'orge se mêlaient aux notes caramélisées d'épices, d'écorce d'orange, de cannelle et de gingembre. Derrière le bâtiment principal, d'autres, effondrés, marqués par les traces récentes d'un incendie. 3 fois en 500 ans, et à chaque fois notre marque renaît de ses cendres. Mais pour l'instant, nous ne pouvons nous occuper de ces bâtiments, dans 10 ans peut-être. Je bus une dernière gorgée, prenant soin de rester sobre, tout en donnant l'air d'un touriste quelconque. Depuis la voiture banalisée, j'appelais Michel, mon adjointe, mon ami surtout. Convoquez-moi l'agent Véronique Josselin. Dites-lui qu'il y a de la promotion dans l'air. Médium. Ce n'est pas marabout et compagnie chez moi. Mon indique ou mon médium, je ne savais dans quelle catégorie le mettre, celle des fous, ça c'est sûr, me parlait d'une voix pleine d'autorité, comme si plus rien ne lui importait. Pourquoi ne pas vouloir qu'on sache vos talents? Pour ne pas perdre mon temps, à retrouver des médailles de la Vierge perdues depuis 20 ans. Les autres voyants font cela très bien. Il me parla de sa maladie, les forts médicaments et de ses révélations. Michel et Véronique étaient devenus amis, et soigneusement mon adjointe lui avait caché toute l'affaire. Les pièces du puzzle incohérent finissaient par dessiner des formes, des images un peu floues et colorées. Mais avec un autre angle, toute la vérité explosait et me transperça comme un poignard. Des leurres, des codes de chasseurs. Des montages si sophistiqués et pourtant si simples. Obnubilés par la surveillance électronique où l'on arrêtait un ou deux tordus amateurs de photos violemment explicites, nos services étaient passés à côté de l'essentiel. Nous raisonnions comme gibier, pas comme chasseurs. Nous étions dans le nouveau immonde, mais notre réseau venait d'une France profonde, meurtrie par 2 guerres, et où les plus nobles destins et les pires abominations s'étaient mêlés dans le feu ardent des confrontations. À notre réveil, bien après nos parents, seules les cendres recouvraient la réalité de l'histoire. Il avait donc vu juste, utilisant ses méthodes et son flair, que ce soit effectivement quelque aide céleste ou un délire psychotique, ces informations me furent extrêmement utiles.
Mon équipe se renforça, mais avec un minimum d'hommes et de femmes de confiance. Telle la cuve de béton d'une centrale atomique, la moindre fuite aurait eu des conséquences fatales, et toute l'enquête serait tombée à l'eau. L'ordre tomba enfin. L'opération ADO-THA est lancée. Merci de votre collaboration. Tous à vos postes. Mouchoir. Dans le parloir du funérarium, Véronique consolait Geneviève. Celle-ci serrait dans ses mains le mouchoir brodé de Robert, celui qu'on avait retrouvé dans les bois. Que s'est-il passé? Personne n'en sait rien, lui affirma son ami. Il avait été invité au pot de la gendarmerie. Puis il a fait un malaise, et à l'hôpital, ils n'ont rien pu faire. Geneviève serra dans sa main le mouchoir, passant un doigt sur les initiales dorées, G et R. La vérité était tout autre, mais la cuve de contention avait tenu. La discrétion et le travail de mes hommes furent irréprochables. Profitant de la moindre occasion, prétextant quelque histoire plausible, ils avaient systématiquement fouillé tout, les appartements, où le temps s'était arrêté sur des papiers peints vieux de 40 ans, derrière des canapés qui n'avaient pas bougé depuis le mariage, dans les pots de fleurs, les caves, les congélateurs, les bateaux de pêche, les camping-cars. Tout un monde agonisant de vieillards lubriques, farouchement opposés à la modernité inéluctable, regrettant le bon vieux temps où l'on pouvait agir sans avoir à rendre des comptes. Les caisses automatiques avaient remplacé une à une leurs mères maquerelles, qui arrondissaient leur fin de mois en maugréant sur la vie et leur sort de caissières mal payées. Les groupements de magasins défendaient depuis les campagnes leur pouvoir d'achat. Les putes étaient devenues trop chères et c'était trop risqué. Les gamines de 12 ans avaient déjà un portable, et à part quelques allumeuses délurées, la majorité n'était ni docile ni silencieuse. La chasse n'était plus à l'animal sauvage, il fallait maintenant les élever. Comme des limaces, ils s'organisèrent, rampant sous les feuilles, pour éviter nos coups de bec de poulet. Nous avions eu tout faux. Je terminai mes courses. Françoise, la caissière, me demanda « Voulez-vous des timbres ? Cette semaine, c'est pour changer toutes vos serviettes et torchons de cuisine. » Pourquoi devrais-je changer mes serviettes? Je ne sais pas. En tout cas, beaucoup nous le demandent, ça, et les couteaux aussi. Je pris mes courses, du sucre, papy sucré, une bonne marque, des bonbons avec des parfums variés, des boîtes colorées d'infusion bio, et quelques livres d'enfants que j'avais pris juste à côté du rayon sous-vêtements hommes. Graziella me serra la main. « Papa, on rentre? J'ai faim. » Je pris ma princesse retrouvée dans mes bras. « Ma chérie, aujourd'hui il y a une surprise. » Au bureau, une haie d'honneur me salua. Tout avait été décoré comme pour un anniversaire. Je déposai Graziella qui courut dans les bras de Michel. « Mimi !» « Félicitations, chef. Bravo, chef. » Les applaudissements et les tapes amicales de mes adjoints me réchauffèrent un cœur glacé depuis 6 mois. Pendant que Graziella, remise de son épouvantable calvaire, se goinfrait avec Michel de toutes sortes d'apéritifs salés et de sodas détestables, je souriais, ému au point des larmes, partageant mon intense bonheur avec des centaines de familles enfin réunies.